Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Place au débat. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir parmi nous. C'est toujours un plaisir pour notre équipe de vous recevoir. Ce soir, pour débattre et échanger autour du thème du secteur spatial européen, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes de la question. Bonsoir Madame Naja, bonsoir Monsieur Le Gall. Madame Naja, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, de l'ENSTA et de Polytechnique. Vous faites partie de l'ESA, le European Space Agency, depuis 2005, où vous avez occupé le poste de responsable des affaires institutionnelles. Et depuis 2014, vous êtes chef du département politique industrielle et des audits. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Monsieur Le Gall, vous êtes ingénieur diplômé de Supoptique, docteur ingénieur en optique. Vous avez une carrière de chercheur en astronomie au CNRS avant de rejoindre la Direction générale de l'industrie au ministère de l'Industrie. Vous participez notamment à l'élaboration des programmes du CNES et de l'ESA. Vous êtes ensuite nommé en 2013 président du CNES par le Conseil des ministres, dont vous venez de laisser votre mandat cette semaine au profit de Philippe Baptiste. Et depuis le 16 mars 2017, vous avez été élu à l'unanimité président du Conseil de l'Agence spatiale européenne à compter du 1er juillet 2017. Merci d'être avec nous ce soir. Comme le déclarait le président américain John Fitzgerald Kennedy à Houston le 12 septembre 1962, « We choose to go to the moon ». Et moins de 60 ans plus tard, le rover Perseverance s'est posé sur Mars le 18 février 2021, dans une course toujours plus effrénée à la conquête spatiale. La France est un des acteurs majeurs de la quête de l'origine de la vie sur Mars, puisque l'instrument SuperCam de Persévérance est une contribution française du CNES. C'est un véritable couteau suisse pour l'analyse du sol martien. Vous l'aurez donc compris, l'espace est le théâtre de coopération et d'avancées scientifiques inédites, mais aussi d'une compétition internationale où chaque pays valorise ses atouts et ses talents. Qui plus est, le secteur spatial est en pleine recomposition. Les acteurs engagés dans l'aventure sont variés. Tout d'abord, l'incontournable NASA, qui est l'agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis et plus globalement qui joue un rôle dominant mondialement dans la recherche spatiale. Côté Europe, est fondée en 1975, l'ESA est la seconde agence spatiale derrière la NASA. Elle enregistre des succès incontestables, comme par exemple l'envoi du rover Perseverance sur Mars dans le cadre d'un partenariat avec la NASA. Outre la Russie, de nouveaux arrivants comme la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis avec la sonde Hope compliquent la concurrence dans l'espace. Mais l'espace, c'est aussi des acteurs privés, avec l'avènement du New Space aux États-Unis, avec un mouvement d'industrie spatiale qui travaille à un développement low cost comme SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos. SpaceX, avec lequel d'ailleurs Thomas Pesquet décollera le 22 avril pour 6 mois et sera le premier Français à prendre le commandement de la Station spatiale internationale. Donc les projets d'exploration stimulent les imaginaires, les récits nationaux, les récits privés, justifient des investissements colossaux dans des programmes ambitieux, vecteurs d'innovation. Je vais donc demander à nos invités de repréciser le rôle de leurs institutions respectives et j'ouvrirai notre débat avec la question volontairement très globale pour permettre d'amener vos propos introductifs. Donc d'abord vous, Monsieur Le Gall, et ensuite Madame Naja. Quelle place pour la France et pour l'Union européenne dans cette conquête spatiale, notamment face aux États-Unis, à la Chine et aux acteurs privés? Je vous remercie. Bien, donc bonsoir. J'imagine que je vais commencer. Il faut que je règle mon affichage, une toute petite seconde. Pardon. Oui, mais juste un petit problème ici. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc écoutez, merci de cette invitation à laquelle, avec Charline Naja, nous sommes très heureux de répondre ce soir. Et avec une question qui est une question un peu centrale, qui est la position de l'Europe, donc du secteur spatial européen, entre les États-Unis, la Chine et les pays émergents. Alors, je voudrais d'abord, bien sûr, commencer, vous l'avez dit dans votre exposé introductif, à rappeler l'actualité
puisque nous sommes dans un secteur spatial qui est traversé par des évolutions sans précédent. Et nous avons en ce moment ce que j'ai l'habitude d'appeler Mars Superstar, puisque pas moins de 3 sondes sont arrivées aux abords de Mars au cours des dernières semaines, et en particulier le 18 février dernier, eh bien, le rover Perseverance s'est posé à la surface de Mars pour y conduire une mission inédite qui est rechercher d'éventuelles traces d'une forme de vie passée. Auparavant, il y avait eu une sonde chinoise qui était en orbite de Mars, qui d'ailleurs devrait se poser là aussi sur Mars dans quelques semaines, et une sonde des Émirats. Donc, on voit bien que cette séquence martienne, qui finalement est un peu le symbole de la consolidation de la suprématie américaine, de l'affirmation de la puissance chinoise et de l'entrée en lice de nouveaux acteurs émergents comme les Émirats, eh bien, cette nouvelle séquence martienne montre combien l'espace est le terrain d'expression, je dirais, des rivalités et des concurrences stratégiques qui se jouent sur la Terre. Paradoxalement, c'est aussi et avant tout le lieu par excellence de la coopération internationale, et plusieurs partenaires internationaux sont présents sur la mission chinoise qui s'appelle Tianwen-1, sur la mission émirienne HOP, qui a été d'ailleurs lancée par le Japon et développée en coopération avec des instituts de recherche américains. Et pour le rover Perseverance, eh bien, la France fournit une contribution majeure à travers l'instrument SuperCam, vous avez forcément entendu parler, et nous avons aussi un très ambitieux programme de retour d'échantillons martiens, Mars Sample Return, dont Perseverance n'est finalement que la première brique. Et ce programme se fera en partenariat avec l'Europe, qui ramènera sur Terre d'ici une dizaine d'années des échantillons de Mars récoltés par Perseverance. Donc, on voit bien que parler de Mars en introduction, eh bien, c'est quand même quelque chose de très important, parce que ça montre quand même que on a une sorte d'ambivalence qui est propre au secteur spatial, où, à une concurrence toujours plus accrue, répond un besoin tout aussi fort et nécessaire de coopération. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de penser en quelque sorte au prisme de cette ambivalence la place de chaque acteur, à commencer par l'Europe. Donc, si vous pouvez mettre la planche suivante qui s'intitule « L'espace dans nos vies ». Donc, il faut d'abord rappeler une évidence. L'espace est devenu un enjeu majeur pour nos sociétés. C'est évident, mais je crois que ça va mieux en le disant. Sputnik, lancement premier satellite artificiel de la Terre il y a 64 ans, 1957. Il y a eu un chemin parcouru considérable. C'était un milieu totalement inexploré il y a seulement 60 ans, et l'espace est aujourd'hui devenu indispensable. C'est un vecteur de croissance économique, un vecteur d'innovation technologique, un élément constitutif de notre autonomie stratégique, et c'est aussi un outil très précieux au service du développement durable, de la connaissance. Et donc, l'espace est devenu en quelque sorte un élément incontournable de nos vies quotidiennes. Utiliser le système de géolocalisation de nos smartphones, on l'appelle très souvent GPS, mais en fait, c'est de plus en plus l'européen Galileo. Garantir des communications sécurisées pour les armées, fournir l'accès pour tous à Internet à haut débit, disposer de prévisions de la météo, anticiper, prévenir le risque d'épidémie grâce à la téléépidémiologie, comprendre et mesurer le changement climatique, eh bien, tout ceci n'est faisable que grâce à l'espace. Et donc, finalement, l'espace est partout aujourd'hui. Et alors que ce besoin d'espace se fait plus fort que jamais, eh bien, il est bien sûr capital que l'Europe reste un acteur de premier plan. Et il en va, comme vous l'avez compris, de sa souveraineté stratégique tout autant que de sa capacité à répondre aux défis globaux de notre époque, qu'ils soient économiques, climatiques, technologiques, scientifiques ou géopolitiques. Et le constat est indéniable parce que d'un côté, alors que la concurrence s'accélère, eh bien, ces dernières années ont été marquées par une recomposition du paysage spatial mondial qui pose naturellement aujourd'hui la question de la place du secteur spatial européen. Et de ce point de vue, eh bien, je pense qu'on peut souligner de grandes évolutions. La première, c'est le rôle, bien sûr, de la Chine, qui est un géant spatial, et c'est le titre de la planche suivante. Donc, la Chine s'affirme progressivement. Pardon, planche d'après, donc la Chine, un géant spatial. Voilà. Donc, la Chine s'affirme progressivement comme une puissance spatiale de premier plan dans un contexte qui est marqué par l'accentuation de l'arrivée politique avec les États-Unis.
La Chine n'est pas un acteur nouveau, elle a fait son entrée sur la scène spatiale dès 1970 en devenant le 5e pays, après la France en 1965, puis le Japon a lancé un satellite dans l'espace, et sa montée en puissance à la faveur d'une stratégie de rattrapage technologique et d'une ambition spatiale renouvelée est plus récente. Mais aujourd'hui, le résultat est sans appel. La Chine dispose d'un programme spatial complet allant des lanceurs aux satellites d'observation en passant par le développement de son propre système de positionnement par satellite et elle apparaît même en avance dans certains domaines à l'instar des télécommunications quantiques. Le secteur spatial privé connaît aussi un essor important encouragé par une évolution de la réglementation. Mais c'est quand même, et ce point est très important, je vous demande de le retenir, sans doute en matière d'exploration robotique et habitée, que la Chine a réalisé en un temps record les progrès les plus marquants. Elle a lancé sa première sonde en orbite lunaire en 2007, réalisé son premier alunissage en 2013 et elle a accompli une première mondiale en 2019 en alunissant sur la face cachée de la Lune avec la mission Chang'e 4. En décembre dernier, avec Chang'e 5, elle est devenue le 3e pays à rapporter sur Terre des échantillons lunaires, 44 ans après la dernière mission de retour d'échantillons, la mission soviétique Luna 24. Et alors que 2021 marque l'année de la concrétisation de ses ambitions martiennes, eh bien 2022 va s'annoncer comme l'année de l'affirmation de sa présence en orbite basse, puisque la Chine enverra à cet horizon sa future station spatiale qui rivalisera avec la Station spatiale internationale qui réunit aujourd'hui les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. C'est là que dans quelques semaines, Thomas Pesquet va aller s'installer pour 6 mois. Au-delà de l'orbite terrestre, la Chine a également annoncé en mars dernier son ambition de déployer, en coopération avec la Russie, un projet de station lunaire dès 2030 et cette initiative fait bien sûr écho au programme Artemis de la NASA. Donc, vous le voyez, la Chine est en train de prendre une place considérable. Cela dit, il serait quand même hasardeux d'avancer que se rejoue aujourd'hui la confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique des années 60 et 70, parce que les choses sont très différentes, mais il est en revanche certain que cette affirmation de la puissance spatiale chinoise constitue une transformation de fond qui rebat en quelque sorte les cartes de l'espace de demain. Alors l'espace de demain, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le New Space, c'est la planche d'après, et je voudrais maintenant dire quelques mots des dynamiques du New Space, parce que c'est quand même la seconde évolution qui a bouleversé en profondeur la scène spatiale mondiale, et ceci est lié à l'émergence d'une industrie spatiale d'initiative privée dans le contexte de la révolution numérique, en permettant un abaissement considérable du coût d'accès à l'espace grâce à des technologies de rupture comme la militarisation ou la réutilisation des lanceurs. Cette nouvelle dynamique a conduit à une multiplication sans précédent de nouveaux acteurs privés qui ont investi tous les domaines, à commencer par celui des lanceurs. À moins d'être parti sur Mars avec persévérance, vous avez forcément entendu parler de SpaceX. Et je dis SpaceX parce que Elon Musk y tient beaucoup. En France, on dit SpaceX, mais aux États-Unis, on dit différemment. Et ces nouveaux protagonistes jouent un rôle de premier plan dans la nouvelle économie de la donnée. Hier, il y a eu le 10e lancement de SpaceX de l'année. Il prévoit d'en faire 40. Et donc, comme vous l'aurez compris, le secteur spatial est aujourd'hui traversé par de profondes mutations qui sont à la fois des sources d'opportunités, des sources de défis nouveaux. Et si la tâche n'a rien d'aisé, on entend parler toujours ici ou là du fait qu'il y a un déclassement du secteur spatial européen, eh bien moi, je suis convaincu que l'Europe a le potentiel et qu'elle a l'ambition de faire valoir la place qui doit être la sienne sur la scène spatiale mondiale. Et je pense en particulier, et c'est le titre de la planche suivante, que l'Europe est au centre du jeu spatial. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un potentiel évident. L'Europe, qui renvoie à la fois à l'Agence spatiale européenne, Madame Naja vous en parlera tantôt, avec ses 22 États membres, à l'Union européenne, l'Europe dispose d'atouts évidents. Nous sommes un continent de recherche, d'innovation. Nous avons su développer une industrie spatiale compétitive, hautement qualifiée, avec plus de 40 000 emplois et des leaders mondiaux tels que Airbus, Defence and Space et Thales Alenia Space sur le marché des satellites, Eutelsat et SES dans le domaine des opérateurs de télécommunications, avec Galileo pour la navigation, Copernicus pour l'observation de la Terre, GovSatcom pour la défense. L'Union européenne s'est dotée de programmes stratégiques qui confèrent à l'Europe les briques de sa souveraineté spatiale. En novembre 2019,
nous étions avec Madame Naja à la conférence ministérielle de Séville et cela a permis de dégager un budget sans précédent de plus de 14 milliards d'euros de nouveaux programmes pour les 3 à 5 prochaines années. Et réaffirmant avec force cette place de deuxième puissance spatiale mondiale de l'Europe, eh bien, ce budget est alloué à 3 priorités stratégiques. Renforcer le rôle de leader mondial de l'Europe en matière scientifique, permettre la poursuite d'un programme d'exploration robotique et humain, consolider sa souveraineté stratégique et d'accès à l'espace et maintenir la compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Donc, vous le voyez, 3 priorités, la science, l'exploration et la compétitivité. Et pour continuer à peser, bien sûr, l'Europe spatiale ne peut pas se contenter de se reposer sur ses atouts. Elle doit être capable de porter aujourd'hui une nouvelle ambition et c'est précisément ce que propose la Commission européenne avec un nouveau projet de constellation de satellites pour assurer une connectivité à haut débit partout en Europe et la doter ainsi d'une véritable souveraineté numérique. Et le directeur général de l'ESA, le nouveau directeur général de l'ESA, M. Aschbacher, a proposé son nouvel agenda. Et donc, cet agenda s'inscrit dans cette volonté d'une ambition renouvelée pour l'Europe spatiale. Quelques mots maintenant, si vous le permettez, sur le CNES. Donc, le CNES a toujours été le moteur de l'ambition spatiale de l'Europe, c'est la planche d'après. Le CNES s'implique très activement à favoriser l'émergence d'une filière française relevant le défi du New Space. Et comme l'a dit dans son introduction Madame, je quitterai mes fonctions la semaine prochaine puisque j'arrive au terme de mon second mandat. Au cours des 8 années au cours desquelles j'ai eu le privilège de présider le CNES, eh bien, nous avons totalement changé des dimensions, bien sûr. Nous avons lancé des projets de constellation d'Internet des objets qui s'appelle Kineis, qui associe des acteurs à la fois publics et privés et qui reflète notre volonté d'être un acteur global. Nous avons totalement changé la donne sur la question climatique puisque c'est un domaine où la France et l'Europe ont vocation à porter sur la scène spatiale mondiale une ambition nouvelle comme le Space Climate Observatory et qui est en train d'être déployé. Et sur tous ces domaines, eh bien, le CNES et donc la France poussent très très fort avec un mot-clé qui est l'innovation. Alors l'innovation, bien sûr, c'est un peu, je dirais, notre ADN, mais c'est un ADN qui est en quelque sorte amplifié, dont les effets sont amplifiés par la coopération qui est indispensable pour relever les défis de demain, c'est la planche d'après, parce que l'Europe dispose incontestablement d'atouts très sérieux pour faire valoir sa place au sein du nouveau monde spatial qui se décide. Et même, j'irai plus loin en disant que l'Europe dispose d'un atout décisif, sa capacité à nouer des coopérations et à discuter avec tous les acteurs. Donc, en dépit des jeux de rivalité géopolitique et des concurrences économiques, la coopération internationale est un élément consubstantiel aux activités spatiales et l'Europe et la France occupent une position tout à fait particulière sur la scène spatiale internationale. Les États-Unis, bien sûr, constituent naturellement notre premier partenaire, mais le CNES a développé des relations privilégiées avec le Japon, la Russie, la Chine et l'Inde, mais aussi avec les nouveaux acteurs émergents comme les Émirats, la Corée, Singapour, Israël, l'Égypte, l'Australie, pour n'en citer quelques-uns. Et je suis convaincu que cette capacité de discuter avec tous, qui place la France et plus largement l'Europe spatiale au centre de l'appareil diplomatique international, apparaît aujourd'hui plus décisive que jamais, alors que les défis qui nous attendent, qu'il s'agisse de repousser toujours plus loin les limites de la connaissance humaine, d'apporter une réponse durable à la crise climatique ou d'améliorer les conditions de vie sur la Terre, sont des défis globaux. Seule une réponse globale pourra y répondre. Et de ce point de vue-là, je suis convaincu que le secteur spatial européen a toute sa place pour contribuer à cette réponse. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Et pour répondre à votre question, quelle est la place de l'Europe face à cette compétition avec les États-Unis, la Chine et les pays émergents? Eh bien, je suis convaincu que l'Europe continuera d'avoir une place éminente. Voilà, merci. Et donc, je pense que je passe la parole à Madame Naja. Merci beaucoup. Oups. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Yves. Et bon, je crois que tu as déjà beaucoup dit sur le secteur spatial européen, la place de l'Europe et la place de la France, qui en effet a toujours été le moteur du spatial en Europe. Mais je voulais vous dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'espace, le secteur spatial, a considérablement changé depuis 30 ans. Alors, pourquoi 30 ans? J'ai pris 30 ans parce que c'est à peu près le moment où nous avons commencé à travailler dans le spatial. L'époque où nous avons commencé à travailler dans le spatial voyait un secteur spatial totalement différent. D'abord, en 30 ans, il y a eu une énorme croissance des budgets publics. En dollars constants, excusez-moi de parler en dollars, je parlerai en euros aussi après. En 1990, les budgets publics consacrés au spatial s'élevaient à 27 milliards de dollars. En 2020, nous sommes à 83 milliards de dollars. Donc, vous voyez que ça fait un effort monumental. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'en cette période de pandémie, de Covid, nous avons vu une augmentation de 10% des budgets spatiaux entre 2019 et 2020, ce qui n'est pas rien. Également, une énorme croissance du spatial militaire, puisque là aussi, entre 90 et 2020, en gros, multiplication par 3 des budgets dédiés au spatial militaire, puisqu'on est actuellement à peu près à 32 milliards de dollars. En revanche, ce qui n'a pas vraiment changé pour l'instant, mais j'insiste sur le mot pour l'instant, c'est que ce sont toujours les puissances spatiales établies qui représentent la grande majorité de l'investissement public dans le spatial. En 90, les États-Unis, la Russie, l'Europe, on voyait émerger la Chine, qui était déjà, comme tu l'as rappelé, Jean-Yves, une puissance spatiale, mais qui n'avait pas encore pris sa vitesse de croisière. En 2020, nous avons toujours les mêmes acteurs, se sont rajoutés un des Japon, mais si nous additionnons États-Unis, Russie, Chine, Europe, un des Japon, nous avons 98% des budgets publics consacrés au spatial, les 2 autres pourcents représentant l'investissement de l'Amérique latine et du Moyen-Orient ainsi que de l'Afrique. Cela étant, il ne faut pas négliger ces 2% qui représentent un potentiel de croissance énorme. En revanche, ce que nous avons vu clairement, effectivement, c'est la croissance de l'Asie. Il est clair que l'Asie est devenue, enfin l'Asie, et avec l'Asie, nous parlons bien sûr de la Chine, mais aussi de l'Inde et du Japon, une puissance spatiale considérable. Et je voudrais rappeler aussi que là, je parle de budget public, donc de milliards de dollars ou d'euros. Il y a un autre indicateur qu'il ne faut pas négliger parce qu'il est parfois difficile de comparer des budgets entre budget chinois et budget européen ou budget américain. Il y a un indicateur qui est fondamental, c'est le nombre de lancements par an. Et si on prend l'indicateur du nombre de lancements, la Chine est tout à fait à la hauteur des États-Unis. Alors, ça dépend de la taille des lancements qu'on regarde. Bon, si on ajoute petits et gros lancements, on est à peu près à 114 lancements en 2020. Les États-Unis représentant 40%, Chine et Russie chacun 22%. L'Europe n'est qu'à 10%. Donc, vous voyez, là, en revanche, on n'est plus tout à fait sur les mêmes chiffres. Et encore, la Chine, en nombre total de lancements, passe rapidement en première place. Donc, il est clair que la Chine est devenue, je pense en tout cas, la 2e puissance spatiale mondiale. L'Europe, dans la part des budgets spatiaux mondiaux, est restée stable, curieusement. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution entre 90 et 2020, l'Europe continue à représenter environ 15-16% des investissements publics dans le spatial. Donc, c'est bien, ça veut dire que l'Europe a suivi le mouvement et que ses budgets ont aussi augmenté. En revanche, les États-Unis, qui en 90 représentaient 80% des budgets spatiaux, sont passés à 58%. Et la différence, elle a été faite par l'Asie, en particulier la Chine. Alors, cela étant dit, et ça, je crois que Jean-Yves l'a rappelé, certes, il y a encore ces grandes puissances, toutes ces grandes puissances spatiales qui représentent la majorité écrasante des budgets du
spatial dans le monde, mais on voit aussi de nombreux nouveaux acteurs et en particulier de nombreux pays qui commencent à investir dans le spatial. C'est-à-dire des pays qui non seulement vont acheter des satellites, mais aussi vont développer leurs propres satellites, voire même développer leurs petits lanceurs, leurs moyens de lancement. Et si on regarde le nombre de pays qui investissent dans le spatial, eh bien, en 2000, il y en avait 30, en 2020, il y en a 85. C'est là aussi, je crois, une très bonne nouvelle pour le spatial. C'est la preuve que l'outil spatial est désormais reconnu par l'ensemble des pays dans le monde comme un outil incontournable pour la plupart des politiques. Maintenant, de très nombreux pays ont compris qu'on ne peut pas faire de la surveillance de l'environnement, on ne peut pas faire de la surveillance du climat, on ne peut pas faire de manière générale du suivi des ressources, des télécoms, etc., sans l'outil spatial. Donc, je dirais, c'est la preuve que l'outil spatial a atteint une certaine maturité et une certaine reconnaissance, une visibilité politique. Une autre différence, et ça, je viens d'en toucher un mot, c'est qu'entre 1990 et 2020, l'utilisation du spatial a considérablement changé. En 1990, on était encore dans une époque où le spatial, c'était avant tout des grandes infrastructures. C'était des lanceurs et c'était des grandes infrastructures en orbite. Évidemment, la Station spatiale internationale. Préalablement, il y avait une station spatiale soviétique et un projet de station spatiale occidentale, si je puis dire, enfin américano-européenne. Ensuite, on a rassemblé tout ça dans une grande station spatiale qui regroupe donc les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l'Europe, et qui est d'ailleurs actuellement en orbite et dans laquelle ira bientôt Thomas Pesquet pour en prendre le commandement. Cette station spatiale, c'est effectivement le début d'une ère de la coopération dans le spatial, puisque, j'allais dire, vous vous souvenez, non, vous ne vous en souvenez pas, mais l'espace a démarré sur une base de compétition, la course à la Lune, la rivalité américano-soviétique, et puis avec la Station spatiale internationale, dans les années 90, on est passé à une époque de partenariat. Donc ça a été une grande évolution du spatial dans les 30 dernières années. Autre grande évolution du spatial dans les 30 dernières années, c'est l'importance qui a été prise par les services et les applications. Car en fait, si l'on regarde bien, les infrastructures, les lanceurs, les satellites, les sondes spatiales, la station spatiale ne sont que la partie émergée de l'iceberg ou le haut de la pyramide. Le chiffre d'affaires, les revenus du spatial, ils se font dans les applications et les services. Et si on regarde le chiffre d'affaires du spatial en regardant uniquement la production de satellites et de lanceurs, on regarde quelque chose qui est de l'ordre de 25 milliards d'euros en 2020. En revanche, si on ajoute les applications, les services, on multiplie ce chiffre par plus de 10. Donc, effectivement, ça n'est pas le même ordre de grandeur. Alors, si maintenant on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé en Europe dans les 30 dernières années et dont Jean-Yves a été un acteur éminent, l'évolution est encore plus frappante. En 1990, il y avait 12 États membres à l'ESA. Aujourd'hui, il y en a 22, plus 2 États associés. Alors, l'ESA, c'est donc l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, c'est une organisation intergouvernementale, ce n'est pas une entité de l'Union européenne, même si nous coopérons beaucoup avec l'Union européenne. Et donc, cette agence intergouvernementale compte à l'heure actuelle 22 États membres qui sont quasiment tous des États membres de l'Union européenne, sauf Norvège, Suisse et Royaume-Uni depuis peu. Et tous les autres États qui sont membres de l'Union européenne et pas encore membres de l'ESA coopèrent avec nous et vont devenir à terme des États membres de l'ESA. Donc déjà, entre 1990 et 2020, beaucoup plus d'États ont choisi la voie du spatial à l'ESA en Europe. En 1990 aussi, toujours pour filer la métaphore des 30 dernières années, l'Union européenne qui n'existait pas, d'ailleurs on parlait à l'époque de la communauté européenne,
ne s'intéressait pas du tout au spatial et n'investissait rien dans le spatial. Aujourd'hui, l'Union européenne a un budget spatial qui s'élève à plus de 2 milliards d'euros par an, qui est délégué à l'ESA. Donc, même on peut dire que le budget de l'Union européenne délégué à l'ESA représente à peu près un tiers du budget de l'ESA. Et ça, je pense que c'est une évolution majeure pour les Européens que nous sommes, parce que là aussi, c'est un signe que l'Union européenne a pris conscience de l'importance de l'outil spatial pour ses politiques. Quelle qu'elle soit, il n'y a quasiment aucune politique de l'Union européenne qui n'utilise pas d'une manière ou d'une autre l'outil spatial. Donc, l'Union européenne en a conclu que tant qu'à utiliser l'outil spatial, il valait mieux en être aussi à l'origine, en être le propriétaire. Et c'est bien grâce à ces considérations que nous avons maintenant le système Galileo de navigation européenne par satellite et le système Copernicus, qui est donc la constellation de satellites dédiée à la surveillance de l'environnement et à la sécurité. En 1990, toujours, il n'y avait pas d'investissement privé dans le spatial. Or, comme Jean-Yves l'a montré, à l'heure actuelle, nous avons maintenant de grands investisseurs dans le spatial. Pour l'instant, c'est plutôt quelque chose qui concerne les États-Unis, mais l'Europe commence à s'y mettre. Et en 2020, en gros, c'est 8 milliards d'euros d'investissement privé dans le spatial, dont pour l'instant modestement 500 millions d'euros en Europe. Mais c'est un bon début et surtout, c'est un chiffre qui est en très forte augmentation. Donc, arrivée considérable de l'investissement privé sur le spatial. En 90 aussi, ce qu'on peut dire, c'est que si on travaillait à l'ESA ou au CNES, j'imagine, la grande majorité des programmes étaient des programmes d'infrastructure. En 2020, une grosse majorité de nos programmes sont des programmes d'application. Donc, j'ai parlé du système Copernicus de surveillance de l'environnement. Nous avons les programmes ARTES pour la compétitivité des satellites de télécom. Nous avons donc Galileo pour la navigation. Donc, de plus en plus, l'espace, c'est un domaine de service et moins, disons, même s'il y a toujours des grandes infrastructures spatiales, mais moins un programme d'infrastructure. En 90, si vous étiez étudiant, ce n'était plus tout à fait mon cas, mais presque, et que vous souhaitiez travailler dans le spatial, vous n'aviez pas un choix énorme. Vous alliez, si vous étiez un scientifique, dans des labos, ou vous alliez dans des agences, CNES, l'ESA, ou encore vous alliez dans les grands industriels du spatial. À l'époque, c'était Matra, l'aérospatiale en France, etc. Maintenant, vous avez un choix énorme. Vous pouvez faire votre propre entreprise, vous pouvez faire votre start-up. Beaucoup d'étudiants dans les écoles d'ingénieurs, mais pas seulement dans les écoles d'ingénieurs, montent leur petit business du spatial, soit pour développer de la technologie, soit pour développer des services et des applications. Ce qui veut dire que vous avez un choix énorme. Et je dirais le fait que nous donnions cette conférence pour Sciences Po, et non pas pour une école d'ingénieurs, c'est aussi la preuve que le public de l'espace a changé, puisque je crois je dirais à mon époque, les étudiants de Sciences Po ne se passionnaient pas pour le spatial et je trouve que c'est un très bon signe que vous vous y intéressiez parce que, sachez-le, il y a du travail pour vous aussi dans le spatial. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Eh bien, je crois que l'Europe a gagné ses galons. Elle a gagné ses galons parce qu'elle a démontré ses compétences dans de très nombreux domaines. On a parlé évidemment des lanceurs, entre Ariane 1 en 1979 puis Ariane 5 à partir de 1996, l'Europe a gagné ses galons de leader commercial, sur le marché commercial des lanceurs. Maintenant, il va falloir travailler dur pour essayer de garder cette position, mais ça, l'Europe a fait de nombreuses premières. Et quand je dis l'Europe, c'est évidemment l'Europe au sens large. C'est l'ESA, ce sont les agences nationales, ce sont les laboratoires, les instituts. Nous avons posé une sonde sur Huygens, avec la mission Huygens sur Titan, la lune de Saturne, ce qui était à l'époque incroyable d'aller se poser sur une lune de Saturne. Nous avons, vous vous en souvenez peut-être, envoyé une mission autour de la comète Chury
Et même, nous avons réussi à poser le petit robot Philae sur la comète. Nous avons actuellement une mission qui est en cours vers Mercure, qui sera la première mission d'étude de la planète Mercure, c'est Bepi Colombo. Une autre qui va étudier le Soleil, le Solar Orbiter. Scientifiquement, nous sommes vraiment à la pointe dans de nombreux domaines, dans la surveillance de l'environnement, dans la compréhension du fonctionnement de notre planète. Là aussi, l'Europe est leader. Dans les systèmes météorologiques, l'Europe est leader, et ce, je vous le rappelle, avec un investissement très inférieur, avec des budgets publics très inférieurs à ceux des États-Unis. Donc, l'espace, c'est vraiment un domaine de succès pour l'Europe, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'industrie, dans les opérateurs. Nous avons les plus grands opérateurs mondiaux en télécom. C'est vraiment un domaine d'excellence pour l'Europe. Ce n'est pas si souvent qu'on puisse se dire ça, donc soyons-en très fiers et très contents. Mais quid de l'avenir? Comment préserver cela? Alors, Jean-Yves l'a dit, il y a donc un nouveau directeur général à l'ESA qui a préparé son agenda pour les 4 prochaines années avec des priorités très claires, renforcer encore la coopération avec l'Union européenne, encourager encore mieux la commercialisation de l'espace et le New Space, et faire en sorte que le New Space ne soit plus l'apanage des seuls États-Unis. Renforcer aussi la contribution du spatial pour la sécurité. Et quand on parle de sécurité, ce n'est pas seulement militaire. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé récemment au canal Suez ou toutes les catastrophes naturelles qui arrivent. Pour chacun de ces domaines-là, l'espace apporte des solutions, permet de surveiller, permet de mettre en place des moyens de secours. Et puis, des défis programmatiques. On a parlé des lanceurs. Faire en sorte que l'Europe sache retrouver cette place qu'elle a eue pendant longtemps sur les lanceurs et sur sa compétitivité dans le domaine. Donc, moi, je n'ai pas non plus d'inquiétude. Je pense qu'avec la combinaison des énergies, des compétences au niveau européen, en combinant les compétences nationales, les compétences communautaires et puis l'intergouvernemental qui est le domaine de l'ESA, en faisant en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble, je pense qu'on gardera cette position de leader. Je ne sais pas si nous serons en premier, je ne sais même pas si c'est souhaitable, mais ce que je sais, c'est que nous continuerons à faire des premières, ça oui, et puis que pour les jeunes étudiants que vous êtes, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine spatial, donc je ne peux que vous encourager. Venez travailler dans le spatial, c'est passionnant, on ne s'y ennuie pas une minute, il y a plein de choses à faire et je crois qu'encore pour 2020-2030, ce sera un bon choix d'avenir pour vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall, ainsi que Madame Naja, pour votre propos introductifs. Alors, tout d'abord, je vais rappeler les consignes. J'invite chacun à prendre la parole, soit en posant une question dans le chat que nous nous chargerons de relayer, ou alors la seconde possibilité est de lever la main et nous vous donnerons la parole. Donc, on vous invite à poser rapidement vos questions pour que l'on soit sûr d'avoir le temps de la poser. Je reviens sur vos propos respectifs. Madame Naja, vous avez été dithyrambique à l'égard du secteur spatial européen qui est à la pointe dans de nombreux domaines. Monsieur Le Gall, vous pensez que l'ESA doit être au centre du secteur spatial durant ces prochaines années. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'actuellement l'ESA est semblable à la place de l'UE dans le monde, à savoir, est-ce que le faible crédit de l'Union européenne se reporte au sein du domaine spatial? Non, parce que le faible crédit de l'Union européenne dont vous parlez, bon, d'abord, on peut en discuter, mais on est sur un terrain politique et pour affirmer une grande puissance politique, en général, on a besoin d'attributs que l'Union européenne n'a pas, notamment les forces militaires, des choses comme ça. Là, dans le domaine spatial, on juge sur pièce, et sur pièce, eh bien, quel est en quelque sorte l'ADN de l'ESA qui fait que le monde entier nous l'a envie? Je pense qu'il y a 3 sujets.
Le premier, c'est évidemment l'excellence technologique et scientifique de l'Europe. Bon, nous avons des talents partout en Europe. Tout le monde sait bien que nous avons un système éducatif, un système de recherche qui est du meilleur niveau mondial. Le deuxième critère qui fait que nous sommes très bien jugés, c'est notre capacité à coopérer. Avoir 22 États membres qui travaillent ensemble, bon, même si sur les 22 États membres, en général, on parle des Big Four et puis des autres, les Big Four étant dans l'ordre la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, nous avons une vraie capacité à coopérer. Et moi, j'ai été très souvent démarché par des gens d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'autres régions du monde qui se demandent comment faire une association d'États comme ça pour avoir cette masse critique. La troisième raison, c'est l'efficacité. Vous regardez le centre spatial guyanais avec 1600 personnes, on fait à peu près la même chose que ce qui est fait à Cap Canaveral avec 5000 personnes, parce que finalement, cette efficacité, c'est en quelque sorte la conséquence du fait que parce qu'on a moins d'argent, notamment que les États-Unis, eh bien, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Et donc, quand vous associez excellence technologique, capacité à coopérer et efficacité, eh bien, vous avez l'Europe qui, en dépit de budgets quand même sensiblement inférieurs en valeur absolue comme en valeur per capita aux États-Unis ou à la Chine, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est la deuxième puissance spatiale au niveau mondial derrière les États-Unis. La Chine lance beaucoup plus que nous. Mais la Chine lance beaucoup plus que nous parce que leurs satellites ne sont pas d'une technologie à la pointe de ce qui se fait et donc ils ne durent pas très longtemps. C'est pour ça qu'il faut en lancer longtemps. Alors, beaucoup. Et donc, au total, je crois que l'Europe a quand même une place tout à fait éminente sur l'échiquier spatial mondial. Madame Naja, est-ce que vous voulez compléter la réponse de Monsieur Le Gall ou bien on passe à la seconde question? Oh ben non, je crois qu'il a tout dit. En effet, il est clair que depuis le début, la voie européenne, la voie VOIE, c'est celle de la coopération, du partage. Et on est depuis le début sur cette notion qu'on veut mettre l'espace au service des citoyens et au service de la planète. Et je pense que ça n'empêche pas qu'on soit compétitif aussi et qu'on sache faire de la compétition sur les marchés commerciaux, mais je pense que c'est une approche qui est de plus en plus reconnue et importante. Et au passage, je note que ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, on a vu une crise assez grave qui continue d'ailleurs, qui n'est pas finie, mais l'espace n'a pas vraiment été remis en cause. Les budgets spatiaux n'ont pas été remis en cause et surtout, on a démontré, on a utilisé les moyens spatiaux pour suivre l'évolution de la crise, pour vérifier, par exemple, l'impact du Covid, impact positif, c'est triste de le dire, mais sur la pollution, ça a été très impressionnant, vous savez, la diminution des transports. Bon. Donc, l'espace continue de plus en plus à être un outil pour toutes nos politiques. Donc, je pense que l'Union européenne, je ne partage pas d'ailleurs nécessairement votre vue très négative sur l'Union européenne. Ce n'est pas parfait, c'est clair, mais c'est l'Europe politique. Elle ne revient pas en arrière, elle continue, même peut-être plus doucement qu'elle n'a pu le faire. En revanche, là où je partage tout à fait l'avis de Jean-Yves, et je pense que ce sera la prochaine étape, c'est l'Europe puissance avec le volet militaire qui y sera associé. Pour l'instant, il est clair que l'Europe n'est pas une puissance qui dispose de l'outil militaire. Et on voit bien que d'ailleurs, la différence entre les budgets consacrés au spatial en Europe et aux États-Unis, eh bien, c'est le déficit d'espace militaire en Europe. Il y a des programmes spatiaux militaires au niveau national, mais il n'y en a pas au niveau européen. Merci beaucoup, Madame Naja. Merci, Monsieur Le Gall. La transition est parfaite pour la question suivante. Quelle est la place de la coopération
en fait, militaire dans l'espace, notamment en Europe. Et j'ai vu que Thomas Pesquet récemment a dénoncé cette militarisation de l'espace et qu'il a mis en garde contre une guerre des étoiles. Quelle est votre position, vos positions respectives en fait, sur ce sujet-là, sur la militarisation de l'espace? Emmanuel Macron a créé en 2019 un commandement de l'espace pour associer donc, l'armée à ce domaine. Donc voilà, je souhaiterais savoir votre point de vue là-dessus. Merci. La militarisation de l'espace me semble quand même un terme un peu excessif. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de puissances spatiales qui ont des satellites à finalité militaire. C'est vrai que la France en a depuis longtemps, même si on n'en fait pas beaucoup état. Et là, nous avons décidé d'en avoir un peu plus élaboré, si vous voulez, que ce que nous avions par le passé. Il faut quand même espérer qu'il n'y ait jamais de guerre dans l'espace, ça on le voit dans les, je dirais, dans les romans de science-fiction, et que ça reste de la science-fiction. Cela dit, moi je suis toujours quand même assez mesuré sur ces questions, parce qu'il y a l'image d'Épinal où on tire un missile pour faire exploser un satellite, mais l'honnêteté force à dire que si on veut vraiment faire des dégâts sur un satellite, c'est beaucoup plus facile de lancer une attaque cyber que de lancer un missile. Parce que aujourd'hui, bon, la vraie guerre sur tous les systèmes technologiques, on en voit des exemples chaque jour, c'est la guerre cyber, parce que des gens installés dans n'importe quel pays de la planète, bien à l'abri dans leur laboratoire, où on a des petits génies, des hackers, qui pénètrent les systèmes les plus, je dirais, protégés, les plus sophistiqués, et qui peuvent faire de réels dégâts. Il y a pas besoin de gros moyens, parce que lancer un missile dans l'espace, quand même, ce sont des technologies que très peu de pays maîtrisent. Il n'y a pas besoin de gros moyens, c'est d'une discrétion absolue, parce que vous jonglez sur des tas de réseaux, on ne sait jamais d'où vient l'attaque, et le résultat est le même. Voilà, donc j'espère qu'on n'ira pas un jour vers une guerre dans l'espace, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dont on ne fait pas forcément état. Madame Naja, si vous voulez compléter la réponse une nouvelle fois. Sinon, on passe à la question suivante. Alors, bon, sur la militarisation du spatial, je partage tout à fait ce que dit Jean-Yves. Je noterai qu'au niveau simplement de l'ESA, notre convention nous prévoit une utilisation pacifique du spatial, peaceful use of space, qui est le mot utilisé dans les conventions et les traités des Nations Unies sur le spatial, ce qui ne veut pas dire civil. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos programmes ont des applications ou des utilisateurs militaires. Donc, nous pouvons tout à fait faire du spatial, disons, dual ou à utilisation militaire. En revanche, nous ne pouvons pas faire du spatial agressif, ce qui tombe bien. C'est heureux. Je vois en revanche que dans les questions, ce qui est lié à cela, c'est effectivement la protection de nos infrastructures. Il y a beaucoup de questions sur que fait-on pour protéger les infrastructures. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale parce qu'on voit bien qu'on dépend de manière cruciale des infrastructures spatiales. Bon, vous utilisez tous le spatial au quotidien. Je crois qu'il y avait eu une étude qui avait été faite, c'est qu'en gros, en moyenne, chaque jour, sans le savoir, on utilise au moins 10 ou 12 satellites. Bon. Mais par exemple, je donne un exemple, les systèmes de navigation, donc maintenant Galileo, sont utilisés par exemple pour synchroniser les transactions bancaires. Donc, inutile de vous dire que s'ils tombent en panne, tous, ou s'il y a une attaque cyber qui les met par terre, ce sera une panique absolue, non seulement pour se diriger, mais aussi dans les systèmes bancaires et financiers. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de sécuriser nos systèmes, sachant qu'il y a donc les aspects de cybersécurité, des attaques agressives et intentionnelles, mais il y a aussi tout ce qui est débris spatiaux, éruptions solaires, collisions, risques de collision. Donc,
il faut travailler là-dessus. Alors, il existe déjà certains systèmes. Bon, la France a des systèmes de surveillance disons, de l'environnement spatial et l'Allemagne aussi. Nous, à l'ESA, nous commençons à réfléchir à, d'une part, des façons de retirer des débris potentiellement dangereux de l'orbite, mais aussi à des systèmes qui feraient de la surveillance des éruptions solaires et de ce qu'on appelle la météorologie spatiale. Je pense que dans les années qui viennent, ce souci va être de plus en plus prégnant. Je voudrais dire encore plus, il ne s'agit pas seulement de la sécurité de satellites, mais aussi, si vous prenez la station spatiale, en moyenne, je crois que c'est une à plusieurs fois par mois, la station est obligée de se dérouter pour éviter un risque de collision avec des débris. Donc, il y a aussi la sécurité de nos astronautes qui est en jeu. Donc, ça, c'est très important. Et on travaille là-dessus. À terme, il faudra des systèmes opérationnels. Comme on a des systèmes opérationnels pour la météorologie, il faudra des systèmes opérationnels pour la protection des infrastructures spatiales. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Ma question se porte un peu plus sur le droit de l'espace. Comme vous venez de le dire, il y a de plus en plus de risques de collision, que ce soit avec des débris, comme vous venez de le dire. Mais j'ai en tête un incident qui est survenu en septembre 2019 où l'Agence spatiale européenne a dû déplacer son satellite d'observation de la Terre pour éviter une potentielle collision avec un objet spatial de Starlink. Et non seulement contacter la compagnie d'Elon Musk avait été difficile, mais surtout une fois informés, ils avaient choisi de ne rien faire et de laisser à l'Agence spatiale européenne la responsabilité de cette manœuvre anti-collision. Comment ça se passe donc dans l'espace avec l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs? Comment mettre en place des règles peut-être de priorité? Qu'est-ce qui existe en termes de droit? Parce que j'ai essayé de chercher un peu, mais j'avoue que c'est assez obscur. Voilà, si l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question. Alors, ce n'est pas une question simple. Dans un monde idéal, nous aurions effectivement un code de conduite par exemple aussi sur les débris, le fait qu'un satellite en fin de vie ne doit pas créer de nouveaux débris ou qu'on doit faire en sorte de surveiller ça, et un code de conduite sur l'évitement des risques de collision, etc. Ce code de conduite n'existe pas, en tout cas pas au niveau mondial. Et effectivement, Starlink, le problème que vous citez a existé. Je pourrais aussi citer le fait de lancer des milliers de satellites pour des constellations peut, d'abord multiplier évidemment le risque de collision, c'est évident. Les orbites ont une taille donnée et quand vous lancez des milliers de satellites sur une orbite donnée, ça devient de plus en plus compliqué d'assurer la sécurité de l'orbite. Il y a un autre aspect aussi, c'est pour les scientifiques, la pollution que représentent les satellites, par exemple pour la science de l'univers et l'étude de l'univers. Bon. Je n'ai pas de réponse malheureusement à vous apporter, si ce n'est qu'il faudrait le faire, qu'il y a aux Nations Unies un bureau qui s'occupe de ça, mais que tant qu'il n'y a pas souscription de tous à ce genre de code de conduite ou à ce genre de règles, on est un petit peu dans le Far West. Au passage, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur l'exploitation des ressources extraterrestres. Le même vide juridique, en fait, existe. Que ferons-nous, même si en théorie, la Lune et les objets spatiaux ne sont pas appropriables, que personne ne peut s'en déclarer propriétaire? Que ferons-nous en pratique quand un industriel privé ira commencer à miner la Lune? Ça n'est pas évident. Alors, je ne sais pas, Jean-Yves, tu as peut-être des... Non, mais
Je pense que ce sont des sujets qui sont finalement dans leur balbutiement, un peu comme au début de l'aviation, il n'y avait pas d'aiguilleurs du ciel, et puis quand il y a eu de plus en plus d'avions, on a mis en place des systèmes de contrôle du trafic. Et donc là, les sujets un peu chauds dont on parle dans le spatial, c'est Space Traffic Management, voir comment on va traiter ces questions, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de satellites. Alors c'est vrai que vous avez rappelé le cas de la manœuvre qu'a fait un satellite Sentinelle de l'ESA parce qu'il y avait un risque de collision avec un satellite Starlink de Elon Musk. Bon, finalement, il n'a pas eu lieu, mais on voit bien que ceci va se mettre en place. Il faut quand même garder présent à l'esprit qu'il y a beaucoup moins de satellites dans l'espace que d'avions dans le ciel, voire même que de bateaux sur la mer. Et il n'y a pas tant que ça, heureusement d'ailleurs, de collision entre les avions ou les bateaux. Donc, c'est seulement une question d'apprentissage et de mise en place des outils parce que ce sont de nouveaux enjeux qui apparaissent. Merci beaucoup. Je vois que l'utilisateur SpaceWiki lève la main. Il souhaite poser une question. Je lui laisse désactiver et ouvrir son micro. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'accorder du temps pour cette question. Merci pour vos présentations, Géraldine Naja et Jean-Yves Le Gall. Vous avez tous deux précisé, surtout vous, Jean-Yves Le Gall, que la coopération internationale était vraiment dans l'ADN de l'ESA et surtout du CNES. J'aimerais étendre la question sur la position de l'Allemagne. Est-ce que c'est également est-ce que l'Allemagne porte également cette même position en termes de collaboration et surtout, est-ce que cet ADN il est à toute épreuve, en dépit, vous avez dit que c'est en dépit de toutes les situations géopolitiques qu'on peut connaître. Est-ce qu'on peut encore dire cette même chose encore dans 5, 10, 15 ans? Sur l'Allemagne, si vous voulez, moi je suis quand même un des partisans convaincus du fait qu'en Europe, la France ne peut rien faire sans l'Allemagne, et j'ai envie de dire réciproquement, parce que là, on est dans les questions de taille critique. Quand vous êtes comparé aux États-Unis, à la Chine, même à l'Inde, au Japon ou à la Russie, les pays d'Europe sont quand même d'une petite taille. L'Europe, en revanche, arrive à tenir la comparaison. Donc, on est condamné à coopérer avec les Allemands et il faut quand même bien voir que même si on monte toujours en épingle le sujet qui ne marche pas, globalement, ça marche. C'est comme dans un couple, vous avez toujours des moments où vous disputez, mais vous avez 40 ans de vie commune. Voilà, donc c'est pareil. Donc, ça, je pense que c'est incontournable. Alors maintenant, vous dites comment ça va évoluer à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je vous réponds que je ne suis pas Madame Soleil parce que il peut y avoir des circonstances que personne n'imaginait qui peuvent rendre les choses très compliquées. Regardez la façon dont, les dernières années, la situation des États-Unis s'est parfois dégradée avec la Chine, avec les uns, avec les autres. Voilà, donc globalement, là aussi, le spatial, c'est quand même un trait d'union, mais il peut y avoir là aussi des anicroches qui ne sont pas forcément prédictibles parce que personne ne sait comment peuvent évoluer les relations internationales. Théo, si tu veux bien. Allez-y, madame. Je voulais peut-être compléter ce que disait Jean-Yves. Bon, en effet, le cœur de l'ESA, c'est la relation franco-allemande. Il n'y a aucun doute là-dessus et on le voit bien d'ailleurs quand les deux pays sont d'accord, les programmes fonctionnent. Ils fonctionnent moins bien quand les deux pays, pour une raison ou une autre, ne sont pas d'accord, mais ça, Dieu merci, ça arrive rarement. Je voudrais revenir sur la coopération, parce que je vois sur le chat qu'il y a quand même beaucoup de questions, en particulier de Vincent, mais pas seulement, sur la coopération. Alors, d'abord, il y a une question sur comment attirer la coopération avec les petits pays. Il me semble que le CNES est peut-être plus actif que nous sur la coopération avec les petits pays. Bon, nous, à l'ESA, on coopère vraiment beaucoup. Notre partenaire, disons,
de prédilection, c'est la NASA, mais je sais que le CNES aussi a des coopérations avec la NASA. Et d'ailleurs, il y a une question sur comment se passe la coopération avec les États-Unis concrètement. Je dirais qu'elle se passe à plusieurs niveaux. Il y a des programmes de coopération ESA-NASA. Typiquement, vous avez le télescope Hubble, vous voyez les très belles images, c'est une coopération ESA-NASA. Nous avons la mission dont j'avais parlé, l'atterrissage sur Titan, c'était une mission ESA-NASA. De très nombreuses missions scientifiques en cours sont des missions ESA-NASA. Mais il y a aussi des coopérations CNES-NASA, donc bilatérales entre la France et les États-Unis. Donc, je dirais la géographie du spatial en Europe, heureusement, est assez flexible. Et je trouve que c'est d'ailleurs au passage une richesse du spatial en Europe. Il y a plusieurs modèles, plusieurs possibilités de coopération et plusieurs cadres de coopération. Après, les Émirats arabes unis, il y a une question là-dessus. Je pense que je passerai plutôt la parole à Jean-Yves parce que le CNES a été plus actif que nous sur ce sujet-là. De même, sur Israël, nous n'avons pas actuellement à l'ESA de coopération, j'allais dire, très établie avec Israël. Et enfin, il y avait une question sur comment attirer les bons étudiants, tous les étudiants dans le spatial. Alors effectivement, je crois, j'en parlais d'ailleurs au début, une chance qu'ont les étudiants actuellement, c'est qu'ils peuvent, pendant leurs études, faire des petits projets qui vont être très concrets et qui vont les amener à construire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Et je crois que c'est extrêmement, disons, motivant pour les étudiants pour ensuite travailler dans le secteur spatial. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'ils ont d'emblée une responsabilité. Moi, je travaille à l'ESA, j'ai des responsabilités sur tout ce qui est innovation, mise en place de coopération avec des startups, des PME. J'en vois beaucoup et c'est vrai que c'est très motivant pour des jeunes étudiants de pouvoir développer eux-mêmes un CubeSat, de pouvoir voir lancer eux-mêmes ce qu'ils ont développé. Après, il y a des prix, il y a des compétitions, mais je crois beaucoup disons, aux entreprises, aux mini-entreprises étudiantes. Voilà, et peut-être, Jean-Yves, je te passe la parole pour les Émirats arabes unis et Israël. Les Émirats arabes unis, c'est un exemple de volonté politique très forte parce que, en l'espace d'une dizaine d'années, ils ont développé un programme spatial d'importance parce que l'analyse a été faite que c'était un sujet d'avenir. Donc, ils ont commencé avec des systèmes de télécommunications, les satellites Yasat, qui au passage ont été commandés à l'industrie spatiale française et certains lancés par Ariane. Puis après, ils se sont hardis vers des projets beaucoup plus ambitieux. Il y a de cela quelques années, il y avait une réunion du gouvernement où l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire de très très fort pour célébrer le 50e anniversaire de la création des Émirats arabes unis le 2 décembre 2021. Et l'idée qui a été retenue, ça a été d'envoyer une sonde en orbite de Mars qui, le 2 décembre 2021, donc dans quelques mois, va envoyer un signal depuis l'orbite martienne qui va allumer ce que les Émiriens appellent la mère de tous les feux d'artifice parce que les Émirats vont être illuminés la nuit du 2 décembre pour fêter leur 50e anniversaire. Et depuis, eh bien, il y a une agence spatiale qui a été créée, l'UAE Space Agency, un centre technique à Dubaï, le Mohammed Ben Rachid Space Center, qui développe des projets tous azimuts. Et vraiment, le spatial, c'est ça qui a vocation à tirer, je dirais, la jeunesse des Émirats vers le haut. Il y a eu des astronautes et vous allez aujourd'hui aux Émirats, dans tous les endroits où il y a des jeunes, il y a du spatial, il y a des space camps, les jeunes s'habillent en tenue d'astronaute. Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment un sujet pour faire monter, je dirais, la connaissance, le niveau scientifique et technologique d'un pays. À l'inverse, Israël, qui a aussi un programme ambitieux, mais c'est quand même un programme qui a été très largement guidé pour des raisons militaires, bien sûr,
les Israéliens ont développé des satellites d'observation extraordinairement astucieux, puisque Israël est un pays, comme vous le savez, l'est de la Méditerranée, au bord de la mer, mais quand on lance une fusée, en général, on la lance vers l'est pour bénéficier de l'effet de fondre de la Terre, et on la lance au-dessus de la mer, parce que les étages retombent, même quand ça se passe bien. Et si vous lancez une fusée vers l'est depuis Israël, eh bien, les étages retombent sur les pays arabes, ce qui n'est pas forcément indiqué. Et donc, ils ont développé des technologies pour lancer vers l'ouest. Et le lancement du lanceur Shavit, c'est quelque chose qui est, je dirais, un miracle d'ingénierie, puisque le lanceur Shavit part vers l'ouest et au-dessus de la Méditerranée. Donc, il passe au sud de Chypre, de Crète, le canal de Sicile, au nord de la Tunisie, ensuite le détroit de Gibraltar, et les étages retombent. Bon, voilà. Mais donc, dans ces contraintes, dans ce flux de contraintes, eh bien, ça a conduit les Israéliens à développer des satellites à la fois compacts, performants, ainsi de suite. Et ce qui fait qu'ils ont eux aussi développé une très, très forte industrie spatiale. Et très souvent, on me pose la question, on parle des 6 grandes puissances spatiales dans le monde que sont les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, la Russie et l'Inde. On me dit, quelle va être la 7e puissance? Eh bien, je pense que la 7e puissance, ça va être les Émirats et la 8e, peut-être Israël. Voilà. Mais pour des raisons différentes, mais avec quand même cette foi dans la technologie qui a permis de faire des merveilles. Donc, merci pour ces réponses, c'était très construite. Et pour prolonger les sujets qui ont été évoqués avec la question de Joséphine, on pourrait creuser la question de la pollution spatiale, qui pose actuellement de nombreuses questions de sécurité pour les appareils actuellement en orbite. Alors, les questions qu'on pourrait légitimement se poser, c'est comment l'Union européenne peut-elle faire pour réduire l'impact de son activité spatiale sur l'environnement? Est-ce qu'elle envisage aussi de récupérer les déchets qui sont actuellement en orbite? Et même, est-ce qu'elle pourrait se placer dans une position de leadership dans la récupération de déchets en orbite? Alors, effectivement, on a commencé à aborder cette problématique. Moi, je suis convaincue que de même que l'Europe est leader dans la surveillance de l'environnement et a été vraiment à la pointe de la mise en place d'un système général pour surveiller toutes les composantes de l'environnement, de l'atmosphère, des différentes composantes de la planète, on sera aussi à la pointe je dirais, la surveillance de l'espace, mais aussi la protection de l'espace. Alors oui, à l'ESA, nous avons des programmes en cours sur, par exemple, ce qu'on appelle le active débris removal, donc l'enlèvement actif de débris. Alors, évidemment, ça dépend si les débris sont, entre guillemets, coopérants ou non coopérants, si c'est des systèmes qu'on peut faire bouger ou pas. Mais de toute façon, il y a plusieurs systèmes technologiques à l'étude et on va avoir des missions de démonstration des différents systèmes possibles d'enlèvement de débris. De la même manière, toutes nos missions sont conçues dès le départ, dès le design de la mission, pour ne pas créer de débris. Et je crois beaucoup que les débris qui sont actuellement en orbite, ils vont à force, on peut espérer qu'ils finiront par retomber à brûler dans l'atmosphère, mais le plus important, c'est quand même de ne pas en créer de nouveaux. Donc nous, je dirais, en Europe, les missions sont conçues ainsi. L'important maintenant, c'est un petit peu comme la gestion spatiale, c'est que ça devienne un réflexe mondial. C'est quand on fait un satellite, on fait en sorte qu'il ne crée pas des débris. Donc oui, je pense que l'Europe est appelée à jouer un rôle de leader dans ce domaine. Monsieur Legal, si vous voulez répondre. Il y a eu un blanc, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Monsieur Legal, si vous voulez répondre à la question que j'ai posée. Et je n'ai pas entendu la question. Ah, vous n'avez pas entendu la question que j'ai posée sur la pollution en orbite? Ah, si. C'est la même question. Oui, oui, d'accord. Mais attendez, là, voilà, bon, c'est bon.
avec nos micros en avant. Non, mais ma réponse est la même que celle de Géraldine, c'est-à-dire que bon, il y a eu des débris qui ont été créés par le passé. Auparavant, on ne faisait pas attention quand on séparait un satellite d'une fusée, on mettait un boulon explosif qui faisait un nuage de petits débris. Bon, aujourd'hui, et la France d'ailleurs montré la voie avec la loi sur les opérations spatiales en 2008, aujourd'hui, on met une sangle pour éviter de polluer, ainsi de suite. Mais la meilleure façon de ne pas avoir de débris, ce n'est pas tant de les enlever, c'est de ne pas en créer. Donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il faut avoir un espace propre. Donc on étudie les fusées pour qu'à la fin des missions, on fasse rentrer l'étage qui pourrait rester en orbite, il brûle au-dessus de l'océan Pacifique, là, ce qu'on appelle le point Nemo, c'est-à-dire le point le plus éloigné de toutes les terres au milieu de l'océan. Les satellites en fin de vie se désorbitent, et ainsi de suite. C'est la meilleure façon de faire. D'accord, merci beaucoup. Sidix, tu vas activer ton micro pour poser la question. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de débat vraiment très riche. Moi, j'avais une question sur les les nouveaux acteurs privés. Vous l'avez rappelé à juste titre, Madame Naja, que le budget des États-Unis a drastiquement baissé, mais peut-être que les États-Unis comptent-ils sur ces nouveaux acteurs privés? Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que les différentes agences internationales peuvent réellement compter sur ces acteurs privés à l'avenir? Ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait vraiment un intérêt financier qui converge pour, voilà. Alors, je vais commencer à répondre et puis après, je passerai la parole à Jean-Yves, d'autant plus que ma batterie d'ordinateur montre des signes de faiblesse. Les États-Unis n'ont pas baissé leur budget du tout. Ce que j'ai dit, c'est que la part des États-Unis dans l'ensemble des investissements publics du spatial a baissé. Parce que il y a eu, je dirais, l'arrivée massive de la Chine, mais aussi de la Russie et de l'Inde, etc., qui a changé la part relative des États-Unis dans l'investissement public spatial. Mais les États-Unis n'ont absolument pas baissé leur budget, au contraire. Il a continué à augmenter considérablement. Je ne crois pas que les États-Unis se reposent sur l'investissement privé parce que pour l'instant, et même si on parle beaucoup du New Space, il est clair que l'investissement privé, c'est à peu près 10% de l'investissement public dans le spatial. Donc, ça reste quand même une part minoritaire qui a beaucoup de visibilité, qui est en forte croissance. Donc, à terme, sans doute que l'équilibre changera, mais pour l'instant, c'est encore la puissance publique qui est le gros investisseur du spatial. Donc voilà, je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Elon Musk, on parle beaucoup d'Amazon, tous les GAFA qui investissent, mais ce n'est pas encore des niveaux d'investissement comparables à ceux de la NASA, du Department of Defense américain ou des grandes agences publiques. Et la Chine, c'est quasiment exclusivement de l'investissement public. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand même, il y a beaucoup d'acteurs privés aux États-Unis, même les plus emblématiques comme SpaceX, qui travaillent avec de l'argent public. SpaceX s'est construit grâce au contrat de service passé par la NASA, par le DoD. Alors, Blue Origin a investi beaucoup d'argent. Celui qui, je pense, a investi le plus d'argent privé aux États-Unis, c'est Jeff Bezos. Qui a né, je crois, à 18 milliards de dollars d'investissement dans Blue Origin depuis la création de Blue Origin il y a une vingtaine d'années, avec au passage pour l'instant pas beaucoup de résultats. SpaceX a beaucoup moins investi et a eu beaucoup plus de contrats venant des gouvernements et puis un peu partout quand même, il y a quand même beaucoup d'argent public qui circule. Merci beaucoup. Alors, le 18 février, donc, le rover de la NASA Perseverance a atterri sur Mars et les informations ont fait la promotion de cet événement. Durant cette période de l'année, nous organisions des débats avec des politiques et scientifiques écologistes, des chercheurs également. Et quand nous leur avons parlé de Perseverance, puis de SpaceX et des différents autres projets, ils nous ont un peu ri au nez en expliquant qu'il fallait d'abord régler les problèmes sur la Terre avant d'aller voir ailleurs. Que pensez-vous de ces propos pessimistes, sachant que vous disiez que le secteur spatial n'était jamais remis en question en termes d'investissement et de fonds alloués par l'État?
Est-ce que vous pensez que si le parti écologiste, l'écologie politique arrive au pouvoir, le secteur spatial va être mis un petit peu de côté, si je puis dire? Si vous voulez, quand on me fait cette remarque, je commence par dire que s'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas d'écologie. Parce que ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation de la température, ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation du niveau moyen des océans. Au passage, on peut faire un cocorico, c'est Topex, Poséidon et Jason, satellites franco-américains, 3,4 mm par an. Et ce sont les satellites qui aujourd'hui traquent les émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle du climat, on a défini 50 variables climatiques essentielles et sur ces 50 variables, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Donc, les satellites, je dirais, sont à l'origine de l'écologie. Et si on supprime les satellites, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'écologie. Bon, alors, après, il peut toujours y avoir un débat sur l'exploration parce que ce n'est pas directement lié à des applications directes, mais je dirais qu'aller explorer Mars, ça permet quand même de comprendre comment nous sommes arrivés sur la Terre. Et là aussi, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. Alors, il peut y avoir un débat, bien sûr, sur certains aspects de la conquête spatiale, notamment l'exploration. Mais sur l'écologie, je persiste et signe, le spatial est le meilleur ami des écologistes. D'accord, merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, on peut passer à la question suivante si vous le souhaitez. Pourquoi, je me pose la question, en fait, pourquoi n'y a-t-il pas de SpaceX européen? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'équivalent de SpaceX en Europe? Et quelles sont les relations que vous entretenez avec Elon Musk, justement? Je trouve ça assez intéressant d'en parler, puisque c'est lui qui fait aujourd'hui les gros titres, entre guillemets. Donc, je pense que c'est intéressant d'évoquer ça avec vous, si vous le souhaitez. En quelques mots, il n'y a pas les GAFA sont américains. Donc, le mouvement, pourquoi il n'y a pas de SpaceX? Parce que d'une part, il n'y a pas les grands investisseurs et les grands industriels du monde numérique en Europe. On a malheureusement en Europe un peu raté ce virage-là. L'autre fait, Jean-Yves a bien fait de rappeler que SpaceX s'est construit grâce à la NASA. La NASA a accepté de payer beaucoup plus cher les lancements qu'elle a achetés à SpaceX, ce qui a permis à SpaceX de vendre ses lancements sur le marché commercial à un prix vraiment très bas. En Europe, nous n'avons pas la taille suffisante de marché et aussi la volonté des pays de subventionner, je dirais à ce point-là, un opérateur qui serait un SpaceX européen. Les pays européens ne sont pas prêts, en tout cas certains, à payer 3 fois le prix du marché pour un lancement. C'est comme ça. D'un autre côté, si on est positif et optimiste, que j'essaye d'être, ça nous oblige encore plus à être compétitifs. Et comme on l'a rappelé, les budgets européens sont faibles par rapport au budget américain. On est obligé d'être plus innovant et on est obligé de réduire, disons, de faire attention à l'argent, mais ça nous rend, je pense, parfois plus efficaces. Donc, on a fait des missions magnifiques pour des fractions de coûts de mission de la NASA. C'est bien après tout. Donc oui, il n'y a pas ces grands investisseurs et ça, c'est vrai que c'est aussi peut-être ce qui nous manque. Oui, moi je vous dirais, oui, il n'y a pas de SpaceX. Bon, SpaceX, c'est quand même un objet très particulier parce que Musk a utilisé le moteur Merlin développé par la NASA en 10 ans pour 10 milliards de dollars. Il n'a pas développé de moteur. Le seul moteur qu'il a développé, c'est le Raptor et qui, à l'évidence, compte tenu des difficultés du Starship, n'est pas encore tout à fait au point. Mais sur le Falcon, c'est le Merlin développé par la NASA. Mais j'ai envie de vous dire, en Europe, il n'y a pas encore de SpaceX parce que je suis à peu près convaincu qu'en ce moment, on sent un bouillonnement. Bon, il y a des instruments financiers qui se mettent en place. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à la finance ont certainement entendu parler des SPAC qui sont en train d'arriver dans le spatial, qui vont permettre de cristalliser des initiatives. On voit qu'il y a des projets qui apparaissent en France, en Allemagne, en Italie, un peu partout. Je suis prêt à prendre les paris qu'à l'horizon 2025, il y aura une sorte, je ne sais pas si on peut dire un SpaceX européen, mais une société qui fera des lanceurs de façon différente et qui
tiendra la comparaison vis-à-vis de SpaceX. En tous les cas, tous les éléments sont là pour que ça se fasse. Bon, c'est vrai que d'une certaine façon, je ne sais pas si on peut dire on s'est endormi sur nos lauriers, mais on a été porté par le succès d'Ariane. Moi, j'ai eu le privilège de présider pendant 10 ans Ariane Espace. J'ai eu beaucoup de chance. C'était au moment où la société était numéro 1 mondial. Donc, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu différent. Donc, quand on est numéro 1 mondial, les États-Unis l'ont été à une époque. C'est là que finalement s'est développé Ariane. Et puis, quand Ariane était numéro 1 mondial, c'est là que s'est développé SpaceX. Donc, aujourd'hui, SpaceX, évidemment, fait plutôt la course en tête, mais ça crée des frustrations partout dans le monde, en particulier en Europe. Et c'est le meilleur terreau pour développer le numéro 1 mondial de demain. Donc, c'est un peu, c'est cyclique, c'est une alternance, mais je suis très confiant dans le fait que rapidement, parce qu'en plus les constantes de temps deviennent plus courtes, je voulais parler donc de nouveaux instruments financiers, rapidement, je suis persuadé qu'il va y avoir des initiatives en Europe. D'accord. Et vos relations avec M. Musk, est-ce que vous communiquez beaucoup avec lui ou est-ce qu'il reste plutôt américano-centré? C'est très difficile de communiquer avec Elon Musk. J'ai beaucoup communiqué avec lui il y a quelques années parce que, vous savez, j'ai un souvenir très très précis. Je crois que c'était en 2005. Il y avait une conférence comme il y en a 3 ou 4 par an sur le spatial. Là, c'était la conférence de la PSCC, qui signifie l'acronyme de Asian Pacific Satellite System Companies. Et donc, c'était à Hanoï, au Vietnam. Et il y avait les 3 usual suspects qui parlaient de lanceurs. Moi, j'étais président d'Ariane Espace. Il y avait un Américain qui était le président de ILS à l'époque, qui lançait le lanceur Proton depuis Baïkonour au Kazakhstan, et un Danois qui était le président de Sea Launch, une société qui a disparu, qui faisait des lancements depuis le milieu de l'océan Pacifique sur une plateforme. Et on se retrouvait tous les 3 autour de la planète, tous les 2 ou 3 mois. On avait arrivé un jeune homme qui était avec un jean à la mode, disons, avec de grands trous aux genoux, un t-shirt avec lequel il devait de faire sa peinture, et au lieu d'avoir une sacoche chic, il avait un sac Walmart. Donc, nous avons fait nos présentations, et à la fin, il nous a dit « Hey guys, I am coming, you are all dead, I am Elon Musk ». Bon, le New-Yorkais, patron d'ILS, a éclaté de rire, lui a dit « Ok, Elon, you speak, we launch ». Il est parti. Bon, et puis 15 ans plus tard, on connaît le résultat. Mais c'est une personnalité absolument extraordinaire qui a fait bouger les lignes pour les lanceurs. Il a inventé le réutilisable, la voiture électrique. Si aujourd'hui il y a des voitures électriques, c'est parce que SpaceX. Mais au début où je lui parlais, il me disait, vous savez, moi, je ne suis pas très compliqué. Les lanceurs, ça m'intéresse. Mais je me suis dit, c'est quand même extraordinaire qu'un objet à 100 ou 200 millions de dollars, on s'en serve 8 minutes et après on le jette. Quand on fait un vol Paris-New York, on ne jette pas le Boeing ou l'Airbus quand on arrive à New York. Donc, on va essayer de réutiliser les choses. Ce qu'il a fait. Sur les voitures, c'est pareil. Il disait, les voitures électriques, c'est génial. Mais le problème, c'est que si je pars de Los Angeles, je vais aller au JPL à Pasadena, j'arrive, la batterie est à plat. Donc, le problème de la voiture électrique, c'est 500 km d'autonomie, c'est-à-dire ce qu'on peut conduire dans une journée. Et il a fait des voitures électriques. Le différenciateur de ces voitures électriques, ça n'a pas été le design, le truc, le machin, ça a été l'autonomie. Parce que c'était la question de la voiture électrique. Moi, il y a quelques années, j'avais une voiture électrique de marque française dont je tairai le nom. Si je la prenais au siège du CNES qui est au centre de Paris, j'allais à Roissy. Quand je revenais, je terminais en taxi parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'autonomie. En plus, on avait le toupet de vous mettre sur le tableau de bord une petite pancarte en vous disant pour conserver la batterie, imaginez que vous avez un œuf de poule entre votre semelle et l'accélérateur. Donc, pour ne pas faire de travers. Voilà. Bon, Musk a cassé tout ça et a lancé des voitures qui avaient 400 ou 500 km d'autonomie. Quand vous avez une voiture électrique avec 400 ou 500 km d'autonomie, il y a 0 question qui se pose, vous passez à l'électricité. Et quand vous avez un lanceur qui est réutilisable, alors, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre que si vous utilisez 10 fois la même fusée, in fine, ça coûte moins cher que si vous l'utilisez une fois. J'ai observé, cela dit, que parfois en Europe, des gens qui avaient fait de grandes études expliquaient le contraire.
Enfin, donc, c'est quelqu'un qui s'est attelé à des sujets finalement très simples, auxquels il a apporté des réponses très simples, de bon sens. Sur les panneaux solaires, c'est pareil, Solar City, c'est la même chose. Bon, alors maintenant, après, il a basculé, l'homme le plus riche du monde, donc l'homme le plus riche du monde, chacun réagit comme il le veut. Lui, il est sur un mode un peu visionnaire, fantasmagorique, people, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile de discuter avec lui. Paradoxalement, c'est beaucoup plus facile de discuter avec Jeff Bezos. Je le vois de temps en temps. Je l'ai vu encore récemment. Il y a un an, c'était encore un type très très simple qui vous parle de façon très simple et un vendeur dans l'âme, si vous voulez. Il arrive, il me voit. C'était une conférence. J'avais mis une chemise de Brooks Brothers que j'achète aux États-Unis, reconnaissable au fait qu'il y a 6 plis sur les manches, et il m'en a fait la remarque en me disant: vous avez de l'argent, hein, moi j'achète des chemises chez Amazon, regardez, $10, c'est génial. Donc il vous trouve le moyen de vous faire de la publicité pour les chemises Amazon, alors que c'est l'homme le plus riche du monde, et il se moque de vous parce que vous avez des chemises à $50, alors que sur Amazon elles sont à $10. Donc il est beaucoup plus accessible. Mais bon, après, voilà. Mais aujourd'hui, SpaceX a quand même fait le break sur tous les autres, vu leurs résultats. Et de façon assez étonnante, il y a un nouveau venu qu'on n'avait pas vraiment vu venir, qui est Rocket Lab, puisque bon, là aussi, ils ont quand même commencé il y a longtemps, mais ils sont vraiment montés en puissance depuis 3 à 4 ans. Ils ont fait une quinzaine de lancements et ils se sont introduits à la bourse il y a quelques semaines, $4 milliards. La valorisation de Rocket Lab. Bon, là aussi, ça laisse absolument sans voix. Mais je suis persuadé que ça ouvre la voie à des aventures comme celle-ci en Europe, parce que je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait qu'aux États-Unis. D'ailleurs, Rocket Lab, l'origine de Rocket Lab, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, si la Nouvelle-Zélande peut le faire, l'Europe peut le faire. Merci beaucoup. J'ai 2 questions qui vont porter sur la Station spatiale internationale. La première, jusqu'à quand, pour l'instant, avons-nous prévu de l'utiliser? La seconde, vous avez dit que la Chine aimerait construire sa propre Station spatiale internationale. Nous avons vu que l'actuelle a coûté à peu près au cumulé $110 milliards. Est-ce que la Chine, qui, nous l'avons vu lors de notre dernière conférence sur ce pays, devient un pays extrêmement endenté et ça devient problématique pour son développement? Est-ce qu'elle a les moyens de se lancer dans un tel projet sans pays partenaire? Alors, je vais répondre sur la station spatiale, enfin sur les stations spatiales. Donc, d'une part, la Station spatiale internationale, pour l'instant, elle est prévue jusqu'en 2024, mais on ne doute pas qu'elle soit prolongée, si je puis dire, jusqu'en 2030, vraisemblablement. Pour l'instant, elle fonctionne bien. Et je pense au passage que ce ne sera pas si simple que ça de démanteler la station spatiale. On s'en souvient, enfin pour ceux qui l'ont vécu, disons, le démantèlement de Mir avait été quelque chose d'assez compliqué. Et je pense que la Station spatiale internationale, qui est quand même un truc monumental de centaines de tonnes, ce ne sera pas si simple à défaire. En plus, pour l'instant, elle fonctionne, on l'utilise. Après tout, on continue. La Chine, alors je pense que c'est un peu dommage que la Chine, ça ne s'est pas fait. La Chine n'est pas partenaire de la Station spatiale internationale. Bon, le contexte géopolitique n'était pas favorable. Vous avez sans doute suivi que récemment, la Russie et la Chine ont annoncé leur intention de faire une station lunaire ou une base lunaire ensemble. Je pense que de toute façon, l'avenir d'une station, ce ne sera pas une station en orbite basse, mais ce sera une station qui pourra peut-être, comme le projet Gateway de la NASA et dont l'ESA est partenaire, faire une station qui fera aussi de l'orbite lunaire et qui pourra même revenir en orbite basse. Enfin, disons, je crois beaucoup que la prochaine station sera une station lunaire. Et de ce point de vue-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura deux stations, l'une américano-européano-japonaise, etc., et l'une sino-russe ou
ou une seule. Bon, pour l'instant, ça reste des projets, encore que le Gateway et le projet américain avancent bien. Pour l'instant, la Russie et la Chine, on n'a pas plus de détails sur ce qu'ils envisagent de faire, mais il faudra suivre ça. Après, il y a la question de Mars. J'ai du mal à croire que si on envoie un humain sur Mars, ce ne soit pas un projet mondial. C'est ma vision. Je pense que l'exploration est profondément un projet de l'humanité entière, mais on verra bien ce qui se passe. Voilà. Jean-Yves, je ne sais pas. Non, je suis d'accord. L'homme sur Mars, à mon avis, c'est quand même très compliqué parce que il y a la durée du voyage. Le facteur humain est le plus difficile. Il faut passer 7 mois loin de tout, arriver sur Mars, qui est inconnu, revenir. Le facteur humain est vraiment très, très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on envoie des sondes automatiques. La Lune est plus facile. On est à 3 jours de la Lune. Bon, donc, c'est plus facile. Mais cela dit, dès qu'il y a des hommes, les choses sont beaucoup plus compliquées et surtout beaucoup, beaucoup plus chères. Donc, ça met les choses en balance. D'accord, merci beaucoup. Et donc, c'est une transition parfaite pour ma question suivante, qui serait peut-être le dernier thème à aborder, la conquête de Mars, en fait. Évidemment, le rover Perseverance nous a mis ce sujet au cœur de l'actualité, mais Elon Musk promettait 1 million de personnes sur Mars d'ici la fin du siècle. Est-ce que vous pensez concrètement que nous, on pourrait voir notre vivant, des missions permanentes sur Mars et des personnes presque installées, en tout cas sur Mars? C'est une conquête très avancée de Mars. Nous, on est assez… c'est un peu comme un rêve d'enfant de voir ça de notre côté, mais est-ce que vous pensez que ça peut se concrétiser avant la fin du siècle pour nous et même beaucoup plus tôt, d'ici quelques décennies? Mission martienne, aujourd'hui, on dit oui, 2035, mais quand on dit 2035, en bon français, ça veut dire qu'on est certain que ça n'arrivera pas avant 2035. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça arrivera en 2035. Il y a la question du facteur humain. Alors, je sais bien qu'Elon Musk parle… bon, je ne mets pas en doute ce qu'il dit quand il parle de système automatique. Bon, les gens chez SpaceX disent que quand ils donnent un délai, ils ont fait une statistique avec de l'intelligence artificielle. En général, il faut multiplier par 2,35 le délai qu'ils donnent et puis on a la réalité. Mais sur les missions habitées, c'est quand même très, très compliqué parce que bon, quand il dit que sur le Starship, il va envoyer 100 personnes sur Mars, faites un calcul de coin de table. Là, pour le coup, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour voir que mettre 100 personnes dans le Starship pendant 8 mois, bon, ça ne marche pas. Voilà. Définitivement, ça ne marche pas. Donc, alors, après, il fait des présentations où, par la grâce de superbes images qu'il a et puis des logiciels aujourd'hui qui fabriquent des images, bon, il a les studios Pixar qui travaillent pour lui, c'est Martin Scorsese qui fait des plans, des choses comme ça. Parfois, il fait des présentations où vous commencez par la réalité, vous terminez par la fiction, mais vous ne voyez pas, il n'y a pas de frontières parce que les images de synthèse succèdent aux vraies images. Et donc, vous commencez par une voiture qui roule sur une route de Floride et vous terminez avec un rover qui roule à la surface de Mars. Et entre-temps, bien sûr, vous êtes passé de la réalité à la fiction. Mais j'ai quand même de très grands doutes sur une mission habitée vers Mars à un horizon de 15 ou 20 ans, parce qu'il faudrait vraiment… Quand vous regardez la station, on a commencé à la déployer il y a 20 ans, en 2000. On n'a pas fait des progrès en matière de physiologie humaine, sans parler des aspects psychologiques, mais de physiologie humaine en apesanteur, on n'a pas fait de grands progrès en 20 ans. Donc, je vois mal comment on pourrait faire de très grands progrès entre maintenant et 35 ou 40 pour envoyer des jeunes sur Mars. Merci beaucoup. Alors, donc, du coup… Géraldine, peut-être. Géraldine veut parler. Non. Je voulais juste signaler que j'étais là parce que mon ordinateur avait finalement rendu l'âme. Voilà. Je me suis déplacée. Super. Est-ce que vous pouvez du coup ajouter quelques détails ou bien je pose une question?
Non, bon, là aussi, moi, je suis convaincue que vous le verrez. Bon, est-ce que nous, on le verra, je ne sais pas. Mais vous verrez l'homme sur Mars, c'est certain. Mais après, est-ce que c'est la chose la plus passionnante dans le spatial? Je ne sais pas, parce qu'en effet, les progrès de la réalité virtuelle sont tels que peut-être que ce sera encore plus amusant d'aller explorer les océans sur les lunes glacées de Jupiter ou des choses comme ça. Bon, pas forcément avec des astronautes, mais avec des drones, avec des petits sous-marins, avec des choses comme ça. Et ce sera peut-être encore plus intéressant, même d'un point de vue de, disons, de la compréhension de notre système solaire, etc. Donc, bon, je suis très convaincue, disons, de l'espace au service de la planète. L'exploration me fait toujours rêver, mais est-ce qu'elle fera… En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'elle continuera à faire rêver les étudiants dans 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Très bien, merci. Regardez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'amusent sur leur ordinateur avec le jeu Formula One que de gens qui prennent le volant d'une Formule 1. Et c'est pareil. Donc, on peut se demander s'il va y avoir des évolutions des systèmes d'intelligence artificielle et autres, réalité virtuelle, qui font que finalement, on peut aller sur Mars sans avoir besoin de se déplacer. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que la mission Alpha va commencer le 22 avril, donc parmi lesquels un astronaute français, Thomas Pesquet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette mission? Quels sont ses enjeux et objectifs? En quoi sera-t-elle une réussite? Bon, vous savez, c'est une émission de plus, je dirais, à bord de la station. Mais Thomas a fait sa première mission Proxima en 2016-2017. Il a passé 6 mois. Là, il était parti de Baïkonour. Là, il va partir avec le Crew Dragon depuis la Floride. Il a un programme extrêmement chargé parce que c'est un expérimentateur, je dirais, remarquable. Et le fait de faire un deuxième vol, nous avons obtenu des États-Unis, c'est moi qui avais négocié cet accord avec l'administrateur de la NASA qu'il puisse être commandant de bord de la station à la fin de sa mission, le qualifie pour les vols vers la Lune de la fin de la décennie. Alors après, est-ce qu'il ira? Ça, je ne sais pas vous répondre, parce que la fin de la décennie, comme son nom l'indique, ça dure 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais en tous les cas, ça va être une nouvelle étape, si vous voulez, dans la possibilité de jouer un rôle sur l'exploration et notamment d'aller sur la Lune donc, vers la fin de la décennie. Donc c'est une mission très importante, à la fois pour la science et pour la préparation de l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu un astronaute français qui est une sorte de fierté nationale actuellement. D'ailleurs, il est connu de manière assez importante, bien que peu de personnes en France s'intéressent vraiment et ont beaucoup de connaissances dans le secteur spatial. Ma question, c'est comment ça se fait qu'il est si populaire? En quoi c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de prestige à nos yeux? Comment on peut considérer qu'il fait bien son travail et comment évaluer le crédit d'une personne qui fait partie de 5 personnes allant en séjour sur la Station spatiale internationale? Alors déjà, je confirme, il est très populaire. J'ai un souvenir du Bourget il y a quelques années de ça. Et je ne suis pas la seule à m'en souvenir dans les participants. Où j'avais l'impression d'accompagner Mick Jagger. C'était assez impressionnant. Je crois que c'est quelqu'un qui a su partager la fascination de l'espace. Il a su garder un peu des yeux d'enfant. Il a partagé avec le grand public. Il a été vraiment dans l'ère digitale. Il a été très actif sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça l'a rendu très proche des jeunes, en particulier, qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux, parce que c'était le premier astronaute vraiment à être actif de cette manière-là. Après, il est sympathique, non? Il est avenant comme garçon. Et il y a une très bonne BD aussi, d'ailleurs, dans la combinaison de Thomas Pesquet, qui était une excellente BD sur le sujet. Ce que je veux dire aussi, puisque vous parlez de Thomas Pesquet et d'astronautes, je vous signale à toutes fins utiles que le processus de sélection des futurs Thomas Pesquet a démarré.
la candidature est ouverte. L'ESA sélectionne les astronautes de la prochaine génération. Les critères sont très larges. Donc, bon, vous êtes un petit peu jeune, mais sait-on jamais, ça mérite d'aller voir en tout cas le dossier de candidature. Et de toute façon, on fera des sélections en gros tous les 10-15 ans, d'autant plus si on continue cette coopération avec la NASA sur une base lunaire et des missions cislunaires. Voilà, mais je crois que Thomas est quelqu'un, oui, il est proche, il est sympathique, il ne joue pas un rôle, il est qui il est, je l'ai vu encore aux informations, il sait communiquer, il sait partager cette passion. Mais je crois aussi, comme l'a dit Géraldine, qu'il a fait, et on l'avait aidé à l'époque, le pari des réseaux sociaux, parce qu'il y a eu des astronautes par le passé ayant le même profil que Thomas. Mais moi, j'avais été frappé en 1996. J'avais installé Claudie Aigneret lors son premier vol dans l'espace. Je l'avais installé sur le Soyouz à Baïkonour. C'est quelque chose pour moi d'extraordinairement important, la première femme dans l'espace. Et j'avais été frappé, c'était le 16 août 1996, alors que je téléphonais en France. Personne n'en parlait, parce qu'à l'époque, on lançait un astronaute, il y avait 10 secondes pour le lancement, 3 jours plus tard, 5 secondes lorsqu'il arrivait dans la station, et quelques semaines plus tard, 5 secondes pour le retour. Le fait que Thomas soit en permanence sur les réseaux sociaux, qu'il en joue parfaitement, ça lui a donné évidemment une visibilité considérable. Et je crois qu'il a réussi le tour de force de faire en sorte que chaque Français est un peu acteur de ce vol, alors qu'auparavant, il était seulement spectateur. Voilà. Merci beaucoup. Et concernant les risques, c'est vrai qu'il y a quand même des astronautes qui ont perdu la vie. Alors, je ne vais pas du tout être pessimiste, hein, mais c'est Thomas Pesquet a dit lui-même dans une interview au CNES il y a 2 jours, il a dit c'est vrai qu'il y a toujours un risque qu'on évalue. Est-ce qu'il y a un pourcentage de chance, en tout cas, d'avoir des risques de mort et comment est-ce que vous travaillez, vous, en amont pour éviter cela? Si vous voulez, tout est fait pour que cela n'arrive pas. Cela dit, les vols spatiaux sont beaucoup plus sûrs que de prendre sa voiture ou de traverser la rue devant chez soi. Mais la capsule Crew Dragon, elle a un système d'éjection. Si vous voulez, il y a eu des problèmes quand vous faites l'historique des morts, je dirais, dans la conquête spatiale. Il n'y a jamais eu de problème vraiment avec les capsules. Il y a eu des problèmes avec la navette parce que la navette était un objet où il n'y avait pas, je dirais, il y avait des phases entières où s'il y avait un problème, on ne pouvait rien faire. La capsule telle qu'elle part, le Crew Dragon, vous décollez, vous avez la moindre difficulté, vous avez un système d'éjection comme un siège éjectable qui vous sépare de la fusée qui explose et pouf, vous redescendez sur la Terre. Ensuite, lorsque vous êtes en orbite, c'est la partie, je dirais, la plus tranquille. Et puis quand vous revenez, la capsule, c'est un objet qui rentre en balistique, si vous voulez, qui est auto-stabilisé. Et il y a 4 parachutes, donc la probabilité pour que les 4 parachutes se mettent en marche en même temps est nulle, ce qui fait qu'il y a très peu de chances qu'il se passe une difficulté. D'accord, merci beaucoup. Alors écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on fait cette conférence. C'était très intéressant. Oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Le Gall. Merci, Madame Najat, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu aujourd'hui pour débattre avec nous. Malheureusement, pas en présentiel. On espère pourquoi pas vous recevoir une prochaine fois à Sciences Po Lyon. Ce serait un vrai plaisir. J'en profite pour... dans les bouchons. Voilà. Exactement, on pourra faire un dîner également. J'en profite pour dire à nos participants qu'on aura la semaine prochaine un sujet sur l'Europe également avec Monsieur le député Bernard Guetta, député européen, sur les perspectives pour l'Union européenne après la crise du Covid-19 et le Brexit. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux également à ce sujet. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir pu échanger avec nous ces éléments très importants pour nous, comme vous l'avez dit, parce que l'espace, c'est un enjeu majeur pour notre génération également. Nous, on est nés avec la conquête spatiale également, donc on suit ça de près grâce à Thomas Pesquet, entre autres. Et oui, je pense que beaucoup de personnes de Sciences Po souhaitent travailler, même ceux qui veulent faire de la défense, par exemple, c'est essentiel de considérer l'espace comme un enjeu majeur, un enjeu stratégique. Donc, merci beaucoup d'avoir pu détailler ces sujets-là. Et est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à la jeunesse de Sciences Po Lyon pour cette soirée avant de conclure? Merci de nous avoir invités, moi je dirais. Et puis, j'encourage
tous ceux qui ont déjà des projets, de continuer dans ces projets. J'en connais un en tout cas dans l'assistance qui a des projets sur le spatial et je trouve que c'est très bien cette diversification des profils. Comme je l'ai dit, l'espace, ce n'est plus seulement un domaine d'ingénieurs et de scientifiques. Il nous faut des juristes, des économistes, des politiques, des institutionnels. Bref, il faut de tout. Donc, continuez et continuez aussi. Vous nous ferez rêver quand ce sera votre tour de prendre les rênes et j'en suis très contente. Écoutez, moi aussi, je vais vous dire la même chose. Je suis persuadé que là, parmi vous, il y a probablement le futur Elon Musk et cette fois-ci européen. Voilà. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre Merci. C'est très très aimable. Et écoutez, passez une bonne soirée et à très bientôt sur Place au Merci. Débat. Bonsoir. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.